Alors maintenant, on va examiner le cas Nietzsche, puisqu'on attaque le U avec, alors je suis très mauvais en allemand, Bitte sehr. Übermensch, Ah, le surhomme. oui, tiens donc. Alors, bon, tu es assez critique, généralement, sur Nietzsche, mais pas simplement critique, tu es un grand lecteur aussi de Nietzsche. Hein. Oui. Une affection pour lui. Et une affection, même si tu l'appelles des fois un peu le grand nigo. Oui, c'est un grand nigo pour moi. Voilà, un grand nigo. Mais finalement, c'est quoi cette logique du surhomme et est-ce qu'il y a un devenir actuel, là encore, dans l'actualité de ce concept nietzschéen de surhomme? Alors, je peux pas savoir à quel point ta question est actuelle. Peu de gens savent ce que je vais dire, je ne l'invente pas, hein. Je dois à Domenico Losurdo, tu connais peut-être le philosophe italien qui a dépensé un génie de sourcier pour. C'est un traqueur de documents, lui, il connaît tout. Celui qui connaît le mieux l'œuvre de Nietzsche en Europe, au niveau du texte, c'est lui. Et Losurdo, précisément, m'a appris, je ne savais pas, que la notion de sous-homme, surhomme, sous-homme, ça va ensemble. Hein. S'il y a des surhommes, c'est qu'il y a des sous-hommes. Les Germains et les Slaves, par exemple. Ou les nègres blancs, c'est comme ça qu'Hitler appelait les Français. Intéressant. Eh bien, n'est pas d'origine allemande. Ça ne vient pas du nazisme allemand. Les nazis l'ont emprunté à qui? Alors retenez bien ce nom, à Lothrop Stoddard. Laissez-moi vous appeler Lothrop, L-O-T-H-R-O-P. Cherchez dans Google, vous allez en apprendre des vertes et des pas mûres. C'est un Américain de la fin du 19e, début 20e siècle. Hyper raciste, mais comme seuls peuvent l'être les gens du Middle West, tu vois ce que je veux dire, profond. Alors qu'il n'y a qu'une obsession, lui, c'est le underman. Donc le mot en anglais a existé, sous-homme, underman, avant le Untermensch. Et c'est Rosenberg qui a lu les écrits de ce type et qui l'a importé. C'est intéressant. Maintenant, c'est l'Amérique qui domine. L'Amérique qui est pour moi une Allemagne élargie. Un peu comme la Grande Grèce pour ceux d'Athènes. C'est dans notre débat. C'est une femme, mon ex-épouse allemande, qui m'a bien fait comprendre ça. Elle connaît bien l'Amérique et l'Allemagne. Et ça se vérifie tellement, mais passons. Je parle d'Amérique Wasp ici, hein. Je ne parle pas de Gigano ou de Monk. Donc, ce Lothrop Stoddard invente la notion de sous-homme. Et ce qui est comique, enfin, c'est épouvantable ces notions, hein, quand on voit les résultats, mais ce qui est comique au second degré, c'est de voir que les exemples qu'il donne, c'est avant tout comme sous-homme les Indiens, bien sûr aux États-Unis. Un bon Indien est un Indien mort, il y a déjà le génocide. Hein. Et puis ça n'est pas resté au mot. Hein. Ils n'ont pas été assez bêtes, les Américains, pour faire la solution finale. Ils sont pas maladroits comme les Allemands. Hein. C'est les Allemands qui swingent. Eux, ils n'ont pas fini par la solution finale. Ils ont fait la solution initiale. On liquide d'abord ceux qui sont là, et après, on parle, on invente, qu'on est arrivé sur une terre vierge, le fusil dans la main droite, le Bible à la main gauche, et puis qu'on avançait sur une terre vierge qui ne demandait qu'à nous accueillir. Bien. Donc, ce Lothrop Stoddard dit, les sous-hommes, c'est les Indiens, les Noirs, bien sûr, et il y a un troisième truc, et un peu les Asiatiques qui commençaient sur la côte pacifique à faire des minorités inquiétantes pour le Ouest. Il n'y a pas les Juifs. Effectivement, c'est pas la vieille Europe où il y a des ghettos juifs, des machins qui nous menacent. On voit bien ici la relativité des choses. La notion de sous-homme a été formulée pour la première fois par quelqu'un qui ne met même pas les Juifs dans les sous-hommes, mais qui met par contre les Indiens, les Noirs, les Asiatiques. Maintenant, je ne t'ai pas dit la meilleure. La meilleure, on est vraiment en train d'expliciter la question sur le surhomme.
La meilleure, c'est qu'il dit, et il faut ajouter à ces undermen, que sont ces 3 couleurs que je viens de lier, les socialistes blancs qui les soutiennent. Il est tellement con, le mec qui crache le morceau, ça l'apercevoir, il avoue que c'est pas la couleur qui est déterminante, ni la donnée physique. Parce que si je suis un blanc qui milite pour, je sais pas, contre la guerre au Vietnam ou pour l'émancipation des peuples d'Afrique ou l'esclavage des Noirs, je suis un underman au même titre que les Noirs, les Indiens. C'est quand même extraordinaire cette histoire. Première chose. Donc ce pauvre Nietzsche, je vais quand même lui faire ce crédit, quand il pense au surhomme, il ne pense pas à ce qu'on a fait Göring. C'est pas le parachutiste chez Nietzsche, c'est plutôt un Zarathustra danseur, c'est comme l'esprit de légèreté. Il faut être équitable avec Nietzsche. Mais enfin, il laisse à l'héritage, après il est inquiétant chez Nietzsche. Quelle est l'antivaleur par excellence chez Nietzsche? C'est la pitié. Si tu commences à trouver de la pitié, c'est que tu es encore un peu sous-homme sur les bords. Ou plutôt que c'est que tu es encore homme, ou pour prendre un titre de Nietzsche, tu es encore humain, trop humain. Et ça, c'est terrifiant, les conséquences que ça a eu. Pas chez ce pauvre Nietzsche qui n'aurait sans doute pas supporté le quart des supplices que les Américains faisaient aux Vietnamiens qui s'attrapaient, hein, ou de ceux qu'on leur fait maintenant quand par pays interposés, ils torturent par les Égyptiens ou Irakiens interposés leurs adversaires. Donc, l'histoire du surhomme, non seulement elle est complexe, mais elle s'éclaire un peu avec mon Lothrop Stoddard, S-T-O-2-D-A-R-D, je le dis parce que ça vaut le coup de se renseigner sur lui. Et surtout, je constate que dans Nietzsche, son rejet de l'humanisme quelque part, hein, il ne faut pas oublier qu'il était volontaire pour partir à la Commune, le jeune Nietzsche, encore pas très connu, hein, même pas connu du tout, il voulait aller casser du communard. Bon, quand on a vu là, au bureau de recrutement comment il était, on l'a mis à brancardier et tout, et quand même pas au feu, il avait la vue un peu basse et tout. Voilà. Donc au départ, il vient de la vieille droite réactionnaire européenne, ce qui est, je ne lui mets même pas le reproche. Il peut y avoir des génies dans la vieille droite réactionnaire européenne, et il y en a eu. Tu vois, les génies littéraires, musicaux, picturaux, peu importe. Mais il vient de cette vieille droite-là. Et je préfère le parcours exemplaire d'un Thomas Mann, qui part exactement de ce milieu, qui était dans sa jeunesse un réactionnaire allemand. Tout le monde est antisémite, ça j'en parle même pas spontanément, hein, sans aller jusqu'au génocide, mais simplement, quoi. Anti-progrès, anti-révolution française, etc. Et qui a fait ce parcours, Thomas Mann, qui a sauvé l'honneur quand même, pour dire à la fin, après la guerre, les problèmes de l'Allemagne ne seront jamais résolus tant que Marx et Hölderlin n'auront pas été réconciliés. Donc voilà, le surhomme, c'est ce rêve typique de la fantasmatique imaginaire, de croire qu'il y aura un seuil où tout d'un coup je vais transcender tous les liens, les fils à la patte que j'ai maintenant, avec mes scrupules de moraline, comme dirait Nietzsche, d'homme, etc. Et c'est terrifiant comme notion, surtout si elle tombe dans des pattes moins c'est pour ça que je veux conclure là-dessus, moins pitoyable, je joue sur le mot, que celle de Nietzsche. Je m'explique. Parce que lui qui a la pitié comme principale antivaleur et qui reprochait à Wagner d'avoir fait de la compassion dans son testament Parsifal, enfin le héros qui a la compassion, quelle déchéance, alors que Siegfried, lui, il tape dans le tas, il tue le dragon, il fait voler en éclats la lance de Wotan, et voilà. Comment la folie se déclare quand il voit un cheval maltraité à Turin. Quel déplacement, hein, aurait vu un psychanalyste, hein. Tout ce qu'il a dit contre l'homme, qui est insuffisant, etc., qui devrait être un objet de dérision quand on regarde avec les yeux du surhomme. L'homme devrait être un objet de dérision, comme le singe est pour nous aujourd'hui un objet de dérision. C'est dans Zarathustra ce que je dis là. Et voilà que cet homme-là, hein, cette figure du Christ crucifié, l'humanité souffrante, est tout d'un coup incarnée par ce cheval maltraité. Dont il prend pitié. Au point de lui rouler un patin, c'est là que les brancardiers, les infirmiers sont venus et que voilà. La folie a commencé. Je ne peux pas mieux répondre à ta question sur Rome, n'est-ce pas? Maintenant, si, je conclus quand même sur une chute. Est-ce qu'il y a une actualité sur Rome? Voilà, sur l'actualité. Je conclus là-dessus, c'est que il ne faut pas se faire division non plus. L'homme est le moment d'une évolution. C'est clair. Il ne restera pas toujours tel qu'il est, mais cessons de parler de sur et de sous, car on revient un peu aux qualités de la lettre précédente. C'est dangereux parce qu'il y a des jugements de valeur dans les qualités.
Ça peut être une évolution terrifiante, ça peut être bénéfique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne restera pas tel qu'il est. De même que les scènes de ménage devaient se régler d'une manière différente à l'époque de Néandertal, et dans un ménage de bobos modernes, je trouve ça plus sympa. Je ne dis pas ça bobo ironiquement, voilà, quand même, plus sympa pour la femme en tout cas.